Bienvenue dans Vie désastreux. On est à mauvais tour, du coup. Bouh, on a Ouais, peur. voilà. Il y a la lune, attention, elle a un petit sourire. Hein. Elle a un regard. T'as pas envie de croiser ça, hein, Et je c'est te la dis. pleine lune pour de vrai en plus. En plus, et ça c'est du festival immersif. Bienvenue à tous, bonjour à tous, et bienvenue dans Avis désastreux, le podcast aux opinions discutables mais qui pourtant les assume. Aujourd'hui on parle un petit peu bas, parce que on enregistre à minuit 31, on veut pas réveiller les voisins. S'il y a des voisins, mais on pense qu'il y a des voisins. Ils sont très silencieux en tout cas s'ils sont là. On pense à eux. Shout out. Ils sont très silencieux peut-être parce Ils font que dodo. ils dorment. C'est une des possibilités. Du coup, oui, nous sommes à mauvais tour, jour 2. Comment ça se passe, Julie, ce Ça se festival? passe bien. C'est sympa. Il y a une très bonne ambiance. C'est vrai. Il faut dire qu'on a eu l'occasion de tout à l'heure discuter avec une partie de la team de Mauvais Tour. C'était très bonne ambiance. Et on a pu débattre sur Flow et vous donner une petite info. Voilà. Et on la balance direct dès le début. L'oiseau qui accompagne C'est vrai. les petits... Voilà, on spoil qu'il y a un oiseau. La petite équipe. Voilà, c'est un messager sagittaire. Ouais. Du coup, vous pourrez le ressortir lors de votre dîner mondain. Ou dire, le messager sagittaire, il était quand même plutôt pas mal. Plutôt que de dire le grand oiseau blanc. Ou l'oiseau blessé, comme le dossier de presse, quoi. Bref, aujourd'hui, on va vous parler de 2 films. Pour changer, nous allons vous parler de... Ça se passe dans une forêt, et il y a des meurtres. Ouais, voilà. Hop, il y a des forêts mal, de... pas Forêt mal. forêt et meurtre. Voilà. C'est le cycle en Boros ou quoi, là? Non. Voilà, attention, je suis en train de faire une rêve que vous avez pas. C'est une espagnol. Bref, on va commencer tout d'abord avec 100 of Beavers de Mike Cheslick. Pour donner un peu de contexte avant de parler du film, c'est un film qui est sorti, me semble-t-il, en 2022. En tout cas, si j'en crois Letterboxd, ça a été sa première diffusion. Et le film est sorti officiellement aux États-Unis cette année. Et en France, ça sera donc le 30 octobre, mais on y reviendra. Alors si je fais cette précision, c'est pour une simple raison, c'est que si ce film a mis autant de temps à sortir sur les salles, c'est parce que c'est ce qu'on appelle typiquement un film de festival. Un film de festival, c'est un film qui parle au public du festival parce qu'il est tellement unique dans ce qui va être représenté, la manière dont ça va être fait, que c'est compliqué de le vendre en salle. Alors si je vous en parle, c'est parce que 100 of Beavers, du coup, c'est un film de assez longue haleine qui a été fait avec 3 fois rien. Je crois que le budget c'est 150 000 $. J'ai plus. Ah oui, je sais pas, mais waouh. C'est très très peu, qui a été fait sur plusieurs années, sur le temps libre des réalisateurs et de ce qu'ils ont pu faire, parce que ça raconte justement l'histoire d'un brasseur qui, à cause de ces putains de castors de merde, c'est comme ça que c'est dans le film, va se retrouver un peu à la rue et qui, pour récupérer différents objets, notamment la main, qui n'est pas un objet, mais la main d'une belle et charmante femme, va devoir devenir un trappeur de l'extrême et tuer un maximum, des centaines de castors, afin d'atteindre ses objectifs. Alors, le film a de particulier de reprendre toute une esthétique un petit peu. Alors, j'ai entendu film muet comme pouvait l'être Chaplin ou Buster Keaton. Alors, il y a du Buster Keaton, ça c'est sûr, dans le slapstick qu'on retrouve énormément, mais surtout, et ça se voit au niveau de la DA, parce que le film a une DA très particulière, parce que par ce noir et blanc et les effets spéciaux et les fonds verts qui sont incrustés un peu à la va-vite, on va dire, il y a un truc très cartoon et qui brille par son originalité, son inventivité. Là on dirait pas, en fait, j'essaie d'être plutôt discret, c'est pour ça, mais c'est un film que j'ai adoré. C'est un film qui m'a fait pleurer de rire par instant. C'est un film qui va avoir une imagination mais de fou, et en fait il va y avoir une accumulation de gags tout au long du film qui va énormément se baser sur des ressorts comiques, il y a soit des running gags, soit des vannes, c'est-à-dire qu'à un moment il fait ça, donc à chaque fois qu'il fait ça, il y a telle action, du coup il va changer légèrement l'action pour atteindre un autre niveau, et en fait, vu qu'il y a énormément de trucs qui sont basés sur des pièges, il y a un humour très, pas répétitif, mais ça enclenche, en fait, une vanne en enclenche une autre, qui en enclenche une autre, qui en enclenche une autre. Il y a un côté très fluide dans toutes les vannes, et à chaque fois tu te dis c'est fou, parce que ils atteignent un stade, et ensuite ils vont continuer de le pousser encore plus loin. Je pense par exemple à une blague qui m'avait fait pleurer de rire par instant. C'était, en fait, il doit pêcher un maximum de poissons, il va essayer d'automatiser ça avec des bonhommes de neige. Et alors au début juste il pêche, et ensuite il fait un autre truc où dès qu'ils arrivent à pêcher, il y a le bras qui se lève de l'autre côté, et du coup il y a ces passages absurdes où est-ce qu'il rentre
il traverse des plaines et il salue tous les bonhommes de neige. Et en fait, le truc ne sert juste à être salué. C'est pas grand chose, mais c'est vraiment ce genre de blagues qui me font extrêmement rire. Et après, je te donne la parole. Il y a aussi autre chose que je trouve assez intéressant, c'est comment le film reprend énormément des codes de narration du jeu vidéo. On pense énormément à Zelda. Je pense que Zelda, c'est peut-être une des références assez évidentes sur justement cette quête qu'il va avoir avec ce vendeur, où en fait, pour acheter une lance, il va devoir tuer 5 castors. Pour acheter ça, il va devoir tuer tant de trucs. Et toutes ces quêtes, ça lui permet d'avoir des objets pour mieux chasser par derrière, etc. etc. Et donc, il y a un truc très vidéoludique en disant qu'il doit se rendre à tel endroit pour choper telle chose. Et tant qu'il n'a pas les objets, il ne peut pas accéder à tel endroit. Enfin, il y a vraiment un truc un peu à la Zelda, un peu à la Pokémon, etc. Qui fait que le film, il simplifie la trame narrative pour mettre tout dans les gags, tout dans l'inventivité. Et dans une DA qui est très particulière, mais qui fonctionne de fou. Et donc voilà, je le vends assez mal, j'ai l'impression, mais c'est vraiment un film que j'ai adoré et clairement, je pense qu'on en reparlera d'ici la fin de l'année. Julie, je te donne la parole du coup. Merci bien. Mais c'est vrai que c'est peut-être un film qui est difficile, c'est difficile d'en parler parce que tu peux pas vraiment imaginer ça avant de le voir. Mais voilà, moi, les trucs qui m'ont principalement marqué, c'est, comme tu disais, l'humour, le fait que c'est vraiment un film qui est vraiment très très drôle. On en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est rare quand même dans une séance où tu rigoles à gorge déployée. La salle rigole aussi. Ouais, c'est ça. Et plusieurs fois dans le film où t'es vraiment mort de rire à plein de reprises. C'est vraiment, vraiment très drôle. Il arrive à toucher à plein de types d'humour différents aussi. J'ai l'impression que le film, c'est aussi ça. C'est une exploration de... Donc ça va dans du gag visuel, ça va dans le gag de répétition, comme tu disais, dans l'absurde. Il y a vraiment une exploration qui est assez folle. Et cette exploration-là, on la retrouve aussi du coup dans le visuel, dans la façon de faire en fait le film. C'est complètement fou. En fait, c'est très, très riche visuellement et et très intelligent, très inventif. On voit que vraiment dans chaque plan, ils vont réfléchir à des façons en fait de à la fois créer leur univers en fait, leur univers visuel, raconter cette histoire et à la fois faire des blagues. Donc ce qui fait que c'est toujours chaque image, tu te dis oh là là, ils ont fait ça comme ça et à la fois tu vois un peu la façon dont c'est fait. Mais ça rajoute en fait à cet univers-là qui est très assez cheap, mais qui du coup a beaucoup de charme. Cheap, c'est vraiment le terme, c'est complètement cheap. Mais ça en fait partie, quoi, c'est volontaire. C'est ça, en fait, on voit les effets, on voit comment c'est fait. On se doute quand il y a un fond vert, quand c'est de la stop motion, quand il y a des images qui sont dupliquées. Et en fait, on voit tout ça, mais ça le rend... En fait, on dirait qu'on voit une sorte de collage de plein d'effets visuels. Et ça perd ce cheap parce qu'en fait c'est tellement riche que ça devient assez beau, quoi. Enfin, même très beau et très fou. Donc voilà, là le fait qu'on en reparle, honnêtement ça me donne envie de le revoir. Donc j'ai fini mes notes en disant à voir et à revoir. Complètement, je pense qu'on peut peut-être film culte, c'est clairement ce qu'on pourrait appeler, je disais film de festival, mais je pense que s'il était sorti dans les années 90-2000, il aurait été complètement dans un film de ciné-club, le film qu'on se passe en disant « T'as jamais vu ça mec, va, fonce, c'est extraordinaire ». Avec des gags qui marquent des esprits et qu'on peut se reciter. Ce truc de too much et on te met plein de gags et on assume tout à fond et voilà, il m'a fait penser par instant un petit peu à La Liberté, que j'avais adoré dans House, un film qu'on avait déjà parlé l'année dernière. Et en fait, je pense qu'on pourrait le rapprocher, alors c'est assez différent parce que House c'est très coloré, là où André Davier c'est du noir et blanc, qui agit pas du tout sur les mêmes codes, qui n'emprunte pas du tout le même genre d'humour. House ne joue pas tant sur le slapstick que sur la grossièreté, on va dire, et des effets pas cheap, mais kitsch. Ouais, c'est un autre type d'humour, mais c'est vraiment dans l'esprit, je trouve. Il y a un esprit qu'on retrouve, et aussi autre chose, le personnage principal, qui est interprété par un acteur qui est génial, vraiment dans le film, qui doit être pote ou je sais pas quoi, enfin, qui a l'habitude, de ce que j'ai compris, de jouer dans ce genre de film. Il s'en prend plein mais tu vois, hier, on parlait de The Surfer, où Nicolas Cage s'en prend plein la gueule, sauf que vu que c'est dans un contexte réaliste et que c'est vraiment énervant, là il s'en prend plein la gueule, mais c'est extrêmement drôle parce que il y a sa dentition qui part, mais dans le plan d'après il retrouve toutes ses dents. Enfin, c'est un cartoon, donc il n'y a pas de... Voilà, c'est Bibi et Coyote. Je pense que si on devait résumer, c'est vraiment... C'est les Looney Tunes. Voilà, c'est les Looney Tunes, si c'était adapté, genre c'est vraiment l'humour des Looney Tunes dans un truc
pseudo-réaliste, mais ça reste totalement... voilà. Je pense que ouais, t'as raison, c'est totalement les Looney Tunes. Tex Avery, Looney Tunes. C'est ça, ouais. Il y a des gens qui tombent dans des trous, il y a vraiment ce type d'humour-là. Et qu'est-ce qu'il est généreux Et en plus, l'acteur, il te fait des gueules durant tout le film. En fait, ouais, c'est The Surfer, mais en mieux. C'est difficilement comparable. Mais ouais, voilà. Mais je trouve que c'est délicat ce type de film parce que ça aurait très bien pu tomber à plat, quoi, et vraiment faire cheap. Mais ils arrivent à s'en sortir et à faire un truc qui... En fait, je pense que c'est juste par la qualité des blagues et aussi la qualité, je pense, des effets et du montage qui est assez folle. Mais du coup, ils arrivent à s'en sortir, à faire un univers qui est cohérent et des blagues qui sont vraiment drôles et qui sont vraiment inventives à chaque nouveau plan. Du coup, trop fort. Ouais, stylé de ouf. Je finis sur 2 informations. Déjà, je vous encourage à suivre Charibd Distribution, qui est le distributeur français du film, qui donne des petites news de quand le film passe. Il va passer à Saint-Renan, à Rennes, à Clermont-Ferrand, à Saint-Lô, à Nîmes, à Metz ce soir. C'est-à-dire que si vous êtes à Metz, là, il passe ce soir. Ce soir. Ah oui, ok. Oui, voilà. À Montreuil. En fait, il fait encore quelques cinémas. Et sinon, si vous voulez le voir absolument de manière légale, on va dire, le film a une sortie Filmo TV, donc sur plateforme, à partir du 30 octobre. Donc j'espère sincèrement que c'est un film qui va être pas mal distribué. Et pour les gens qui nous écoutent, qui ont adoré le film, ou qui aimeraient le posséder, sachez, et je vais le mettre dans la description, qu'il y a un Ulule qui a été lancé. Je sais pas si c'est aujourd'hui en plus. Un Ulule a été lancé pour obtenir le film en DVD et Blu-ray, avec en plus des goodies si vous mettez un petit peu plus, des t-shirts, des tote bags ou des affiches du film. Et donc voilà, c'est juste que c'est pendant 30 jours. Moi je pense que je vais acheter parce que j'adore le film vraiment. Donc voilà, si vous voulez soutenir la sortie physique du film, c'est déjà une chance inouïe. Parce que comme je vous ai dit, pendant 2 ans, c'était qu'un film de festival. Et là, le bouche à oreille fait que le film arrive à sortir en salle, à sortir sur plateforme, à sortir en physique, ce qui est assez inouï. Donc foncez voir ce film. Plaisir, ouais. Ah, et aussi, si je le place, ça n'a rien à voir, ciné, mais regardez le compte Instagram d'Andra Wiener. Je vais dire ça. Mais vas-y. Ils font des magnifiques détournements d'affiches. Donc en fait, ils prennent des affiches de films connus et ils mettent des castors à la place. C'est juste iconique. Incroyable. C'est trop drôle. Vraiment, regardez ça, c'est pépite. Et dans la même façon, il y a une énorme richesse. Ils font des dizaines et des dizaines de détournements d'affiches. Ils sont instoppables. C'est très chouette. On souhaite à cette équipe que le meilleur. Exactement. Une autre équipe à qui on souhaite pas forcément que le meilleur, ce sont les politiciens. Le G7. C'est le G7, effectivement. Le second film dont on vous parle, c'est Rumors de... Alors attends, parce qu'ils sont 3, voilà. C'est Evan et Galen Johnson, ainsi que Guy Maddin, qui est du coup le réalisateur dont on nous a parlé, qui lui fait de l'expérimental, etc. Qui est donc un film sur les 7 politiques du G7 sont réunis autour d'une table. On dirait le début d'une vanne, mais le film est le début d'une vanne, sauf que un moment, ils se retrouvent que les 7. Il n'y a plus personne autour d'eux. Que va-t-il se passer? Comment vont-ils réussir à survivre? Surtout que la nuit se fait tard et que la forêt est un peu inquiétante. Oh là là. Ah, t'as vu comme je résume bien? C'est pas mal. Voilà, je donne pas l'élément final de... En fait, le film est intéressant pour un élément précis qui arrive très tardivement et que le film exploite assez peu. Mais bon, ça c'est autre chose. Julie, c'est toi qui commence parce que c'est toi qui as pris le plus de notes, parce que moi j'ai rien à dire sur le film. Et j'en ai pas pris énormément non plus. Mais globalement, du coup, dès le début, le film se présente comme clairement une comédie satirique de ces personnages politiques-là. Donc on nous présente ces sept personnages politiques. Et donc, tout le début du film, c'est une sorte de parodie du G7 avec ces personnages qui sont tous maladroits, un petit peu pas très forts, pas très intelligents. Il y a un peu des blagues sur les pays respectifs. Tout ça, j'ai trouvé ça assez drôle. La représentation un peu critique des personnages politiques. J'ai bien aimé les personnages et surtout ce que je t'avais dit tout à l'heure, c'est que j'avais un peu l'impression que chaque personnage était un petit peu dans un film différent, dans un genre de film différent. Ce qui est pas déconnant quand je trouve comme analyse. Et ça, c'est ce que j'ai bien aimé, c'est-à-dire que par exemple, on a le dirigeant du Canada, on dirait qu'il est dans un soap opéra, dès qu'il est là, il y a une sorte de musique mélancolique et du vent dans ses cheveux. Il prend tout très à cœur. Il prend tout, c'est ça, tout est hyper intense, il est hyper sentimental, tout ça. Puis après, t'as le dirigeant de l'Italie, on dirait qu'il est dans une comédie absurde, lui, il est à côté de la plaque.
il sort du saucisson de sa poche, enfin, il est vraiment comme ça. Le dirigeant français, lui, on dirait qu'il est dans une espèce de film d'arrêt essai français, oui, ça parle politique. En fait, ils sont tous très en décalage, donc quand tu les vois interagir, je trouve ça assez drôle. Enfin, je trouve que ça marche assez bien. Moi, toute la deuxième partie où ça part plus sur un truc fantastique, j'ai pas vraiment compris qu'est-ce qu'il voulait dire, comment ça voulait être exploité. Limite, j'aurais presque préféré, du coup, si ça restait sur ça, sur ces personnages qui en fait sont des caricatures et qui finalement politiquement n'arrivent à rien. En fait, ils se mettent autour d'une table pour écrire un discours, on dirait qu'ils sont en train de faire un exposé en 6e. Vraiment, c'est des bons à rien. Et donc, je trouve que ça, s'il y avait des blagues qui étaient drôles, et je pense que ça aurait pu être plus exploité. Et pour le coup, je comprends pas trop l'apport du fantastique dans le film. Toi, pour le coup, c'est quelque chose que tu aurais pensé que ça aurait pu être mieux exploité ? C'est pas l'apport du fantastique qui m'intéresse, c'est qu'en fait, après, du coup, comme on dit, après cet abandon, ils vont quitter la table où ils se trouvent pour ensuite aller se promener, etc. Et je trouve que cette partie est un peu plus intéressante parce que déjà, j'ai l'impression qu'il se passe un peu plus de trucs. Je trouve que c'est là où il y a les meilleures vannes du film. Il y a le moment où est-ce qu'ils disent on a été attaqué par des gens, on n'a pas trop vu qui c'était. Quoi, c'était des manifestants. Enfin, ce dialogue-là m'a beaucoup fait rire. Et puis, il y a tout un passage que je trouve génial où Denis Ménochet est en incapacité de marcher. Donc, du coup, on va le porter, etc. Il va partir sur une tirade qui n'a ni queue ni tête, qui est infinie et qui clame avec énormément de sérieux et qui me fait extrêmement rire. Je trouve que Ménochet est génial dans le film, mais c'est vrai. Comme souvent, Ménochet est génial dans beaucoup de films. Mais par rapport à l'apport du fantastique, c'est pas que j'aurais vu mieux exploiter, c'est que je ne sais pas trop ce que veut faire le réalisateur avec. En fait, c'est un film qui tente plein de gags. Alors, c'est surtout des gags par le dialogue, beaucoup plus que par le visuel. Ce qui était plus le cas de Hundred of Years, qui d'ailleurs, on l'a pas dit, mais ne contient pas de dialogue. Et là, du coup, y a des éléments qui font mouche et d'autres qui passent beaucoup moins. Il y a un humour un peu pipi caca par instant qui, moi, me touche pas du tout. Même c'est plutôt l'inverse, ça a tendance à me sortir des films. Et puis, après, de manière générale, qu'est-ce que j'avais écrit ? Ouais, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un côté très premier degré qu'ils vont avoir, mais après, c'est tout. Juste, je vais revenir sur ce que tu disais par rapport à la notion de soap opéra. Il y a effectivement le canadien, mais je trouve que c'est un truc qui s'apporte, surtout lors de la première partie, où je trouve qu'il y a le soap opéra dans les... Tu vois, il y a eu des trucs de tromperie, il y a des relations amoureuses, la photographie aussi, un peu comme dans Amour, gloire et beauté. Il y a vraiment ce truc, pas chaleureux, mais vraiment un peu brumeux, comment dire, etc. Après, c'est justement dans cette satire de... En fait, c'est des personnages qu'on va tourner au ridicule, on va s'inspirer de vrais hommes, femmes politiques, mais ça m'ennuie globalement. C'est genre, je suis en mode ok. Tu vois, c'est pas je déteste, mais j'aime pas particulièrement. Je vais juste te lire, parce qu'on l'a appris, Ari Aster a été producteur du film. C'est vrai. Ari Aster déclare que le film est à la fois stupide et hilarant, dans l'esprit de Louis Buñuel, des Monty Python et la télévision des années 70. Qu'est-ce que t'en penses, Julie ? Ok. Tu peux dire non, tu sais. Je sais pas d'où il sort ça. Il devait vendre le film, il a produit, du coup il est obligé de dire ça. Non, voilà. Non, surtout les Monty Python, pour le coup, je trouve que c'est pas du tout un type d'humour qui est similaire, personnellement. Parce que j'ai l'impression que le film, là, en y réfléchissant, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux types d'humour. Il y a celui qui va beaucoup plus dans les dialogues, et il y a celui qui est beaucoup plus visuel et un peu plus trash ou un peu plus grossier. Oui, et qui est un peu moins présent, je trouve. Oui, qui est moins présent, certes. Mais pour le coup, c'est aucun des deux types d'humour que j'associe, par exemple, au Monty Python, donc un peu étrange comme parallèle. J'ai pas vu beaucoup de Buñuel. C'est vrai que lui, il est connu pour faire des trucs un peu... Ouais, peut-être à la limite, le charme discret de la bourgeoisie, j'ai toujours pas vu, mais c'est peut-être ce qui pourrait s'en rapprocher le plus, en mode, on va se foutre de la gueule des classes dominantes, etc. Mais on se fout de la gueule et en même temps, vu qu'on est constamment en train de les suivre, alors qu'ils sont retournés au ridicule, mais on est quand même pas mal en train de les suivre, enfin, je sais pas. Ouais, moi c'est ce que je me disais, c'est ça, c'est pas une critique où on est en mode oh là là, c'est vraiment tous des gros débiles, parce qu'on est quand même un peu en mode, on est un peu attaché à eux en fait. Enfin, genre moi, honnêtement, l'italien, j'étais en mode oh, il est mimi quand même, tu vois. Je sais pas, l'italien, ça commence par le fait qu'il se déguise en Mussolini parce qu'il aime bien le costume. Oui, mais on dirait juste qu'il est pas. Enfin, franchement, on dirait qu'il est un peu débile et du coup, parfois il fait des actions, t'es en mode oh. Moi, celui qui me faisait pitié, c'était le président des États-Unis, parce que ça s'inspire grave de Joe Biden. Il est hyper sénile, il s'endort toutes les 2 minutes, il arrive pas à suivre, il raconte n'importe quoi parfois. Enfin,
Ce qui me faisait dire, bon allez papy, rentre chez toi. Mais lui il était en mode, à l'époque où je tapais sur des manifestants, c'était sympa. Alors ça aussi. Bref, il y a 2-3 trucs à sauver. On n'a pas passé un mauvais moment. C'est pas un film désagréable, mais c'est pas un film qui nous a emporté. Je tiens juste à faire un petit bravo. J'avais dit que je les placerais à Christophe. Et Christophe, et je crois que c'est Philippe aussi. Bon, Stéphanie, mais elle a dit qu'elle a rien fait, donc bon, je la place quand même. Mais bravo. Alors, ce sont des organisateurs du festival qui ont dû galérer pour mettre des sous-titres et qui, pire que ça, ont dû essayer de les synchroniser en direct. Oui. Voilà, et faire des corrections. Et Christophe, c'est celui qui s'est occupé de les écrire, de les traduire. Et il y a un passage qui est involontairement drôle. Il y a tous les sous-titres qui se sont lancés d'un coup. Moi, j'étais en larmes à ce moment-là. Je trouvais ça trop drôle. Alors que. Oui, les sous-titres en fait défilaient très 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 vite, alors les uns après les autres. Les dialogues étaient normaux, quoi. Enfin, c'est comme on est en train de parler, et il y a trop de sous-titres d'un coup. Donc, il a dû revenir en arrière et essayer de trouver le bon sous-titre à ce moment-là, et c'est vrai que c'était. Robin était mort de rire à ce moment-là. C'est un gars qui me fait extrêmement rire, qui malheureusement est en dehors du film. Bref, voilà, c'était le jour 2, on est quand même à 20 minutes, hein, j'ai pas vu le temps passer. Pas mal. Demain, on se retrouve peut-être avec une voix un peu plus en forme. Enfin, c'est pas qu'elle est en forme, mais un peu plus... salut. Un peu plus tôt dans la journée, tu veux dire? Non, même pas, on fait à peu près le même horaire, mais juste pour pas réveiller les voisins. Demain, on vous parle de 2 masterclass, alors évidemment pas les épisodes que vous êtes en train d'écouter, qui sont quand même de vraies masterclass, celle de Juste Philippot et de Sébastien Vanitschek. On vous parle d'une table de café, et surtout, on vous parle du film de l'année. Ça donne envie. Bref, en attendant que l'on revienne, n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Tout est dans la description. Aussi de partager ce podcast à vos amis et vos ennemis si vous trouvez qu'on est trop nul. N'hésitez pas à mettre le petit 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, que ce soit Apple Podcasts ou Spotify. Ça fait toujours un gros coup de pouce. Et surtout, n'oubliez pas, le pire avis qu'on puisse avoir, c'est de préférer Rumors à 100 of Beavers. C'est vrai. Voilà, ça, Nicolas, c'est pour toi. Voilà. Allez, des bisous à demain. Des bisous. Salut. Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi, j'ai bien envie de le dire, monde de merde.